Rebonjour tout le monde. Alors, nous poursuivons cette matinée après avoir entendu les propos de M. Jean sur ce à quoi nous devrions nous attendre d'un point de vue financier économique dans la conjoncture actuelle avec nos deux actuaires. Donc, nous avons avec nous, pour terminer l'avant-midi, M. Hubert Tremblay de chez Mercer et M. Simon Campagnoli de chez SAI. Alors, la discussion sera animée cet avant-midi avec Sophie Lemieux. Donc, Sophie, je vous la présente rapidement. Sophie est membre de l'équipe marché institutionnel et est responsable du service à la clientèle auprès des clients institutionnels chez Fiera Capital. Sophie compte une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de la finance et des communications. Elle a également été journaliste lectrice à la chaîne Argent du groupe TVA de 2004 à 2016. Donc, Sophie, tu étais quand même une membre du SCFP. Oui, fière membre du SCFP. Fière membre pendant 12 ans quand même. Good. Alors, Fiera Capital, très rapidement, mais c'est une firme de gestion d'actifs québécoise, partenaire du Fonds de solidarité qui gère plus de 190 milliards, donc Fiera a 190 milliards d'actifs sous gestion dans plusieurs classes d'actifs. Fiera est aussi signataire des principes d'investissement responsable de l'ONU depuis 2009, ce qui en fait quand même un précurseur, une firme, un gestionnaire d'actifs précurseur dans le domaine de l'investissement responsable. Alors, Sophie, je te laisse la parole pour l'animation de cette discussion avec nos Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci Hubert. Merci Simon. Je pense qu'on va passer une prochaine même heure, presque et demie, 1h20 minutes, très chargée parce qu'on a beaucoup de sujets à couvrir. Puis effectivement, actuellement, dans le contexte qu'on vit avec l'année 2021 qu'on a vécu, le début d'année 2022, il y a énormément de questions qui se posent là du côté des régimes de retraite. Puis on va vraiment faire le tour pour vous. Mais c'est vrai, Marie-Josée l'a dit, j'ai été une fière membre du SCFP pendant 12 ans, mais je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui êtes membres de comités de retraite. J'ai occupé ce rôle-là pendant cette période-là, pendant mes 12 années chez mon ancien employeur. Et je comprends, vous avez un rôle, je vous lève mon chapeau parce que vous avez un rôle complexe, un rôle important. Vous êtes fiduciaire, évidemment, pour l'ensemble des participants des régimes de retraite de votre employeur. Et ça soulève toutes sortes de questions. Vous rencontrez quoi? Les actuaires sont là-dedans à longueur de journée, là, mais vous, c'est 4 fois par année des comités de retraite où est-ce que là, vous devez assimiler un paquet d'informations, comprendre le design, la structure d'un régime de retraite, ses composantes, ses impacts, ses influences, puis aussi se poser des questions sur la gestion des placements, alors que le quotidien nous montre actuellement à quel point ça bouge, puis il faut essayer de se mettre des œillères puis garder ses objectifs à long terme. C'est pas simple comme rôle, mais c'est pour ça que vous êtes accompagné par des actuaires qui travaillent pour vous et qui vous forment. D'ailleurs, je félicite le Fonds de solidarité pour cette formation parce que je pense que c'est extrêmement pertinent que, en tant que fiduciaire, vous soyez le mieux formé possible. Je vais vous présenter le déroulement. Là, je prends le temps de vous présenter chacun des conférenciers. Ils vont prendre la parole avec un angle chacun différent pour une 12-15 de minutes. Et par la suite, on va aborder différents sujets. Le thème, c'est vraiment de regarder tout ce qu'il faut surveiller en matière de régime de retraite. Donc, vraiment le côté régime de retraite comme tel pour les prochaines années et en fonction de ce qui se passe actuellement, notamment là avec évidemment cette augmentation de l'inflation et des taux d'intérêt. Je vous présente d'abord Hubert Tremblay, qui est conseiller principal dans le domaine avoirs chez Mercer à Montréal. Il s'est joint à Mercer en 1999, travaille comme actuaire, conseiller en régime de retraite et conseiller gestionnaire de relations auprès de clients de différentes tailles qui sont présents autant dans le secteur du transport, de la finance, des télécommunications, des médias, de l'éducation, des ressources naturelles et des produits industriels. Ces clients sont promoteurs de régimes de retraite qui sont enregistrés tant au fédéral, au Québec qu'en Ontario. Hubert est impliqué dans tous les aspects des régimes de retraite, donc vous pouvez poser toutes vos questions, le financement, la comptabilisation, la conception, les négociations, la gestion des risques, la gouvernance, l'administration. Diplômé en actuariat de l'Université Laval, il est fellow de la Société des actuaires et de l'Institut canadien des actuaires. Grand intérêt particulièrement pour les politiques publiques de retraite et d'ailleurs, vous participez souvent comme porte-parole pour Mercer. Là, en faisant mes recherches, j'ai lu pas mal de commentaires qui venaient de vous dans les médias. Il joue différents rôles. Là, vous voyez, on va se tutoyer, là. On arrête ça, le vous. Je m'excuse. Il joue différents rôles auprès de l'Association canadienne des administrateurs de régime de retraite, qui est l'ACAR, dont comme vice-président du Conseil régional du Québec. Alors, Hubert s'implique aussi occasionnellement auprès de l'Institut canadien des actuaires. Simon Campagnoli,
que je connais très bien pour être impliquée avec Simon auprès de l'ARASC, l'Association de la retraite et des avantages sociaux du Québec, compte une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de la consultation actuarielle, incluant les 6 dernières années au sein des services actuariels SAI, dont tu es associé depuis 2019. Ses champs d'expertise sont principalement les régimes de retraite et la gestion de l'actif. Simon s'est démarqué par son approche qui est vraiment orientée vers les solutions dans des mandats d'envergure, dans différents contextes législatifs. Notamment, on parle des régimes de retraite du secteur municipal, les régimes de retraite interentreprises de type prestations cibles et différents régimes de retraite de la fonction publique provinciale. Il est également impliqué à tous les niveaux dans les différents besoins des comités de retraite qu'il sert. Simon, comme je le disais, est membre du conseil d'administration de l'Association de la retraite et des avantages sociaux du Québec, l'ARASC, et à ce titre, il participe activement à l'organisation de formations pour les différents acteurs des secteurs de la retraite, des assurances et de l'investissement. Simon est détenteur d'un baccalauréat en sciences de l'UQAM, d'où il a gradué en 2003, et tu es aussi fellow, donc de la Société des actuaires et de l'Institut canadien des actuaires depuis 2010. Voici maintenant le moment de vous donner la parole. Déjà, vous pouvez penser au fur et à mesure que vous entendez notre discussion, mais les conférenciers, commencez à poser des questions. Je vais pouvoir, à la fin, on va garder vraiment une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions. Et peut-être avant d'amorcer tout ce qu'il va falloir, tout ce qu'il faut surveiller à partir de maintenant et pour le futur, pour les régimes de retraite, Hubert, tu vas un peu nous rappeler l'évolution des régimes de retraite depuis les 15 dernières années, parce qu'il y a eu vraiment une évolution très, très rapide qui a amené beaucoup, beaucoup de changements. Oui, absolument. On te donne la parole. Bien, merci. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'introduction. Content de partager la scène avec vous deux. C'est vraiment très, très bien en ce début d'année. Je ne sais pas si on peut dire encore début d'année, mais presque. C'est bien ce que tu mentionnes, Sophie. Il s'est passé beaucoup de choses en 2021, puis ça affecte beaucoup les régimes de retraite, mais je voulais faire des commentaires sur une période un petit peu plus longue, donc remonter aux 15 dernières années pour faire sortir certains phénomènes importants qui sont arrivés dans les régimes de retraite puis qui vraiment influencent où on se trouve, mais aussi nous donnent une perspective pour prévoir ce qui s'en vient. Donc, on va regarder certaines statistiques financières pour commencer, juste pour mettre certaines choses en perspective, à commencer par l'inflation. On sait qu'on est dans un environnement, une poussée inflationniste présentement, puis ça attire beaucoup l'attention. Simon va en parler dans sa partie, mais je trouvais important de revenir sur les 15 dernières années parce que l'inflation, en réalité, quand on regarde l'évolution des régimes de retraite, ça n'a pas été un facteur marquant des 15 dernières années. Ici, j'ai mis la statistique, j'ai des statistiques sur 15 ans. Donc, on parle d'une inflation annuelle moyenne sur 15 ans de 1,9 %. La cible étant à 2 %, fourchette entre 1 et 3 % selon la politique monétaire actuelle au Canada. On peut dire que l'inflation est à la cible, c'est pas un enjeu particulier. On sait que les rendements ont été très bons en 2021, mais je voulais aussi mettre une perspective historique sur les rendements, sur différentes classes d'actifs, pour montrer comment ces rendements-là ont contribué à nous mettre dans la situation où on est présentement. Peut-être commencer par les actions. Les actions, le marché des actions était très bon. Ici, sur la page, on montre un rendement annuel moyen sur des classes d'actifs principales comme les actions de grande capitalisation. 6,8 % en moyenne sur 15 ans pour les actions canadiennes. Un petit peu moins fort sur les actions internationales quand on regarde ça en dollars canadiens, 4,7 %. Au niveau des actions américaines en dollars canadiens, vraiment très, très bon, de façon consistante, 11,3 %. Donc, les actions ont très bien performé. On a vu que les taux d'intérêt ont baissé, ce qui a fait que l'investissement dans les classes d'actifs, dans les obligations, par exemple, ont été reconsidérés par plusieurs caisses de retraite. Puis on a aussi regardé les placements alternatifs pour une façon d'aller chercher du rendement supplémentaire qui probablement ne pouvait pas provenir des obligations compte tenu du niveau des taux d'intérêt. Donc, j'ai sorti un exemple ici d'une des catégories d'actifs, l'immobilier canadien, qui a en moyenne donné du 7,6 % annuellement sur 15 ans. Donc, c'est très bien aussi. Vous allez peut-être être surpris de voir les rendements
sur les obligations fédérales long terme, obligations univers, sur une période de 15 ans, parce qu'on a toujours en tête que les taux d'intérêt sont bas. Donc, on s'attend à ce que les rendements sur les obligations soient basses, sauf que compte tenu que les taux d'intérêt ont baissé pendant cette période-là, ça a quand même généré de la performance assez intéressante au niveau des obligations fédérales long terme, 5,2 sur 15 ans, obligations univers, 4,3 sur 15 ans. Donc, en grande partie dû à la chute des taux d'intérêt, parce que quand les taux d'intérêt baissent, la valeur des obligations monte. C'est un principe équivalent au passif actuariel d'un régime de retraite. Quand les taux d'intérêt baissent, les passifs actuariels montent. Et peut-être une règle de pouce rapide, c'est si les taux baissent de 1 on s'attend que les passifs, généralement, pour un régime typique, vont augmenter d'environ 15 Donc, j'attire votre attention sur la première statistique en haut à gauche, la chute des taux d'intérêt que j'ai suivi ici en utilisant les taux d'intérêt sur les obligations fédérales long terme. Et on voit que le taux d'intérêt en 2006 était de 4,2 et que ce taux d'intérêt-là a baissé de 2,5 jusqu'en 2021 et maintenant on est à des niveaux bas historiques de 1,7 Donc, si les taux baissent de 1 le passif monte de 15 vous pouvez voir que les taux ayant baissé de 2,5 les passifs ont été en forte progression dans les 15 dernières années. Puis selon moi, c'est l'événement marquant pour les régimes de retraite, la chute des taux d'intérêt. Un autre événement qui est assez important au niveau socio-économique, c'est l'allongement de l'espérance de vie. Ici, on a mis une statistique sur l'espérance de vie attendue pour un participant de régime de retraite de 65 ans. On a fait l'espérance moyenne entre un homme et une femme de 65 ans. En 2005, on parlait d'une espérance de vie de 20,2 années. Donc, un participant de 65 ans pouvait en moyenne espérer vivre jusqu'à 85,2 années. Bien, sur une période de 15 ans, l'espérance de vie a monté de 2,5 années. Donc, en 2020, un participant de 65 ans, moyenne entre hommes et femmes, l'espérance de vie, c'est de 22,7 années. Donc, évidemment, dans les régimes à prestations déterminées où on paye des rentes la vie durant, si on allonge de 2,5 années l'espérance de vie, bien, on peut s'attendre à payer des rentes en moyenne pendant 2,5 années de plus. Donc, ça fait une énorme pression sur les coûts du régime. C'est vrai pour les régimes à prestations déterminées, mais c'est vrai aussi pour les régimes à cotisation déterminée, parce qu'évidemment, dans ce type de régime-là, on accumule au fil de notre carrière des sommes pour se procurer un revenu de retraite au moment de la retraite. Évidemment, si on s'attend en moyenne à vivre 2 ans et demi de plus, c'est une super bonne nouvelle, tout le monde s'entend là-dessus, mais il faudra, si on veut maintenir le niveau de vie qu'on avait prévu, il faudra économiser davantage, il faudra peut-être penser reporter sa retraite, et si on n'a pas la possibilité d'épargner davantage ou de reporter sa retraite, bien, il faudra faire des choix difficiles et probablement subir une réduction du niveau de vie rendu à la retraite. Donc, l'espérance de vie, un facteur, la mortalité, la longévité, un facteur vraiment important pour les finances d'un régime de retraite. Et je vais justement, dans la partie droite de la page, je vais vous parler justement de l'effet de chacune de ces mesures-là sur où on se trouve présentement au niveau de la santé financière des régimes de retraite, mais aussi quel genre d'impact ces phénomènes-là ont eu sur la couverture des travailleurs canadiens par les régimes de retraite à prestations déterminées. Juste avant d'aller là, je veux mentionner une dernière statistique. Taux de chômage au Québec pour les travailleurs âgés de 25 ans et plus, en âge de travailler de 25 ans et plus, on était à 7,1 de taux de chômage en 2006. On est maintenant à 5,5 de taux de chômage en 2021. Donc, on va parler plus tard aujourd'hui de thèmes comme la pénurie de main-d'œuvre. Évidemment, quand on voit un taux de chômage aussi bas, ça amène des enjeux économiques et on va en discuter avec des impacts potentiels sur les régimes de retraite. Donc, je m'attarde à la position financière des régimes sur les 15 dernières années. Dans la partie, sur la page que vous voyez, il y a un graphique au centre, en haut de la page, où on parle de la santé financière des régimes de retraite au Canada. On voit l'évolution sur une période de 15 ans. Ce qu'on voit ici, c'est la médiane des environ 500 régimes de retraite sur lesquels on s'implique chez Mercer au Canada. Et donc, qui dit médiane dit, la ligne qu'on voit là, c'est qu'il y a la moitié des régimes qui sont en meilleure situation financière, l'autre moitié des régimes qui sont en moins bonne situation financière que la ligne qu'on voit à l'écran.
Ça correspond à peu près, c'est pas parfait, mais ça correspond à peu près au degré de solvabilité moyen des régimes de retraite au Canada pendant la période. Puis là, j'attire votre attention sur le fait que à quel point ça swing sur des courtes périodes de temps la solidité financière des régimes de retraite. On voit qu'au début de la période de 15 ans, on avait un degré de solvabilité médian d'environ 93 %. On voit comment ça a fluctué assez rapidement au fil du temps. On voit l'effet, par exemple, de la crise financière de 2008-2009, où la situation s'est détériorée rapidement, de l'ordre de 23 % sur une très courte période de temps. On voit que ça a été long pour les régimes de retraite de revenir à des niveaux avant crise financière. On voit aussi l'effet de la pandémie. Si on regarde l'année 2020, on voit à quel point subitement la situation financière des régimes s'est détériorée. Par contre, on voit aussi à quelle vitesse la reprise a permis de rattraper les choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, disons à la fin de 2021, on se trouve dans la meilleure situation financière des 15 dernières années, au moins, pour les régimes de retraite à prestations déterminées. On estime que le degré de solvabilité médian est à 103 %. Évidemment, qui dit un degré de solvabilité médian à 103 % dit qu'il y a une grande quantité de régimes qui sont en situation d'excédent d'actifs, ou ce qu'on appelle communément des surplus actuariels. Sur le graphique en haut à droite de l'acétate, on montre la distribution justement de ces 500 régimes de retraite-là selon leur degré de solvabilité. Et on voit que 61 % des régimes, selon notre estimation, qui sont en situation d'excédent d'actifs au 31 décembre 2021. Puis la moitié de ces régimes-là présentent un important degré de solvabilité, donc des excédents d'actifs qui sont au-dessus de 110 %, degré de solvabilité qui est au-dessus de 110 %. Donc, il y en a beaucoup des régimes qui sont présentement dans cette situation d'excédent d'actifs. Donc, vous allez peut-être me demander, compte tenu qu'on a eu tellement de vents de face importants, comme la chute des taux d'intérêt, l'allongement de l'espérance de vie, comment on a pu arriver dans une si bonne situation financière pour les régimes de retraite à la fin de l'année dernière? Bien, on a parlé des rendements sur les placements. Clairement, c'est le phénomène le plus important. Donc, c'est ce qui a contré les vents de face importants auxquels on faisait face. Mais il y a aussi un autre phénomène important à mentionner, c'est le niveau des cotisations supplémentaires qui ont dû être versées dans les régimes de retraite à prestations déterminées pendant cette période-là. Peut-être pas dans les dernières années autant, mais dans la période de 15 ans, il y a eu des déficits actuariels, il y a eu des cotisations d'équilibre qui ont été versées au régime de retraite pour combler les déficits actuariels. Dans certains cas, ces cotisations-là ont été séparées entre les promoteurs de régime puis les participants des régimes. Dans beaucoup de cas, ça a été financé exclusivement par les employeurs. Donc, quand on va parler d'utilisation tantôt d'excédents d'actifs, il faudra se rappeler ces phénomènes-là qui ont généré les excédents d'actifs en question. Donc, les employeurs ont eu à verser des cotisations importantes. On fait face à des nouvelles règles comptables qui ont été très intrusives au niveau des états financiers que les employeurs, que les entreprises préparent. Donc, autant au niveau de l'état des résultats, au niveau de l'évolution du bilan des compagnies. Donc, ça a été un gros éveil pour beaucoup de promoteurs de régime qui captaient peut-être un peu mal les risques auxquels ils s'exposaient avec leur régime de retraite. Puis les nouvelles règles comptables sont venues les exposer de façon assez marquée, ces risques-là. Ce qui fait que les employeurs ont été échaudés puis se sont désinvestis, je dirais, dans les régimes à prestations déterminées, dans le secteur privé particulièrement. Ce qui m'amène au graphique au bas de cette page-là, où on voit la proportion des travailleurs qui participent à un régime à prestations déterminées au Canada. La ligne du haut est assez stable. Ce sont les régimes de retraite des employés dans le secteur public. On voit que sur une période de 15 ans, les choses ont été assez stables. Autour de 80 % des travailleurs dans le secteur public au Canada participent à un régime à prestations déterminées. La ligne au bas, en vert, c'est les employés du secteur privé. Donc, où il y avait en 2004 environ un travailleur sur 5 dans le secteur privé qui participait à un régime de retraite à prestations déterminées. On a vu une érosion importante à cause des facteurs que j'ai mentionnés, une érosion importante, et on se ramasse aujourd'hui, en 2019, les dernières statistiques qui sont disponibles, sur moins d'un travailleur sur 10 dans le secteur privé qui participe à un régime de type prestations déterminées. Donc, on peut se questionner sur le futur. Est-ce que c'est une tendance qui va continuer?
compte tenu que les régimes à prestations déterminées, souvent, dans le secteur privé, ont été fermés aux nouveaux entrants et où on a mis en place des régimes d'accumulation de capital, style cotisation déterminée, pour les nouveaux travailleurs, ben il n'y a rien qui vient augmenter la participation dans les régimes à prestations déterminées. Donc, on devrait s'attendre à voir ce phénomène-là se continuer dans les prochaines années, se maintenir. Donc, encore une érosion plus forte des régimes à prestations déterminées dans le secteur privé. Donc, quel genre de conséquences ça peut avoir? J'en vois 3. Première conséquence, les employeurs vont avoir de moins en moins de participants dans leur régime de retraite. Donc, ils auront tendance à vouloir fermer définitivement, probablement, les régimes de retraite à prestations déterminées dans les années à venir. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Évidemment, si on continue de voir cette érosion-là des régimes à prestations déterminées dans le secteur privé, il ne faudrait pas se surprendre qu'il y ait une pression additionnelle qui s'exerce sur les régimes du secteur public pour reconsidérer le type de prestations offertes, la générosité, etc., etc. Donc, ça pourrait être une conséquence indirecte de cette érosion-là dans le secteur privé. Puis la troisième conséquence, c'est l'essor formidable des régimes à cotisation déterminée. On a de plus en plus d'actifs dans les régimes à cotisation déterminée. Les gens sont encore beaucoup dans des phases d'accumulation d'actifs, mais on voit beaucoup dans les dernières années des changements puis beaucoup d'options s'ouvrir sur comment mieux gérer les régimes, par exemple, pour le décaissement après la retraite. C'est des choses dont on va parler aujourd'hui aussi. Mais je veux juste attirer l'attention sur l'importance pour les employeurs de mettre en place des régimes d'accumulation de capital collectif. On a fait une étude récemment qui montrait que les taux, les frais pour l'épargne, les frais de placement moyens dans les régimes collectifs d'accumulation de capital sont autour de 0,6 % par année. Tandis que dans les régimes individuels d'accumulation de capital, on note des taux moyens, des frais de placement moyens de 1,9 % par année. Puis on a fait un exercice pour voir qu'est-ce que ça veut dire en termes de capacité de prendre sa retraite. Puis on note que les travailleurs qui participent à un régime collectif auprès de leur employeur, compte tenu de la différence de frais seulement pour une même politique de placement, pour une même stratégie de placement, vont pouvoir prendre leur retraite 4 ans plus tôt dans un régime d'accumulation de capital qui est collectif auprès d'un employeur versus par l'épargne individuelle. Donc, il faut quand même, si on laisse l'érosion se prolonger des régimes à prestations déterminées dans le secteur privé, il faut quand même mettre en place des régimes collectifs pour aller atteindre ces économies d'échelle-là. Avant de retourner la parole à Sophie, juste quelques minutes sur, parce que là, je veux pas vous laisser sur un goût amer avec mon érosion des régimes à prestations déterminées. Je vais quand même mettre les choses en perspective, puis peut-être regarder comment ça se passe ailleurs dans le monde, comparer notre système de retraite avec le système de retraite de d'autres pays du monde. Puis je vais me servir pour faire ça des résultats 2021 de l'indice mondial Mercer CFA Institute sur les systèmes de retraite. Donc, dans cet exercice-là, on va tester la performance des systèmes de retraite de 43 pays. Là, on est rendu présentement à 43 pays dans notre indice à travers le monde pour voir comment ces systèmes de retraite-là performent au niveau de la suffisance. Est-ce que les prestations sont suffisantes, les prestations offertes? Est-ce qu'on peut s'attendre à une bonne pérennité des régimes, des systèmes de retraite à long terme? Puis, est-ce qu'on peut se fier au système de retraite des différents pays? On voit sur l'acétate que le Canada performe très bien. Puis je pense que malgré les écueils, malgré l'érosion des régimes à prestations déterminées, il faut quand même se rappeler que le système de retraite canadien est un excellent système de retraite. On voit la cote du Canada qui est à B. On se retrouve au 12e rang sur 43 pays. Donc, c'est un excellent système de retraite. Il y a des forces à notre système de retraite, comme la couverture des travailleurs à plus faible revenu par les régimes de retraite publics. La dette publique, et on a entendu dans la première présentation de Jimmy Jean, la dette publique est plus sous contrôle au Canada qu'elle peut l'être dans d'autres pays. Donc, c'est un apport pour le système de retraite canadien. Les régimes de retraite privés ont une très bonne réglementation. Les régimes de retraite du secteur public ont une très bonne gouvernance. Puis, il y a un aspect, il y a plein de sources de revenus possibles dans le système de retraite. Donc, ça, c'est très positif aussi. Il y a un aspect qui est intéressant, puis ça a été évoqué aussi ce matin. Il y a une grande proportion des Canadiens, présentement du moins, qui sont propriétaires de leur résidence. Donc, c'est une façon pour eux d'accumuler des actifs qui pourra éventuellement
être convertis en revenus de retraite plus tard au courant de leur vie. Donc, c'est un point fort du système canadien. Évidemment, comme tous les autres systèmes, y compris les systèmes des bons pays qu'on voit là, l'Islande, la Finlande, etc., les Pays-Bas, l'Australie, notre système de retraite a des améliorations potentielles aussi. Je l'ai mentionné, les frais de placement sont élevés pour l'épargne individuelle, donc ça, c'est un frein. La couverture, on l'a mentionné aussi, la couverture des travailleurs du secteur privé est faible. C'est vrai pour les régimes à prestations déterminées, mais de façon plus générale, c'est faible aussi. On prend encore notre retraite assez tôt au Canada, particulièrement au Québec, ce qui fait qu'il y a un plus faible pourcentage de participation des travailleurs expérimentés au marché du travail comparativement à d'autres pays. Donc, c'est toutes des sources potentielles d'amélioration sur lesquelles on a beaucoup travaillé dans les dernières années, sur lesquelles on porte justement notre attention. Puis pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un signe qu'on s'occupe de notre système de retraite au Canada. Donc, il y a plein de nouvelles choses, toutes les nouvelles options qui viennent en place, qui sont implantées. On procède à l'expansion graduelle du régime de rente du Québec. C'est toutes des bonnes mesures pour continuer d'améliorer notre système de retraite. Fait que je m'arrête ici pour le moment, puis on pourra parler de différents autres sujets au fil de la conversation. Merci. De points là, que tu as mentionné, puis le point où on en est rendu maintenant, mais en tout cas, on a vraiment retenu qu'il y avait zéro enjeu d'inflation dans les 15 dernières années et qu'on se retrouve aujourd'hui dans un contexte où, dans le fond, pour bien du monde, probablement la majorité d'entre vous qui siégez sur des comités de retraite, c'est la première fois que vous faites face à ce questionnement-là avec l'inflation qu'on vit actuellement. On a entendu les pronostics de Jimmy Jean tout à l'heure. Donc, Simon, tu vas vraiment prendre le temps de nous expliquer tous les impacts, selon les différents types de régimes, de cette inflation-là sur les régimes de retraite. Tout à fait. Donc, premièrement, là, merci. Là, je suis très content, moi également, là, de pouvoir partager la scène avec Sophie, avec Hubert, puis merci évidemment à la FTQ puis au Fonds de solidarité pour l'invitation. Effectivement, aujourd'hui, dans l'introduction, on va parler de plein de sujets, évidemment, mais dans l'introduction, je vais focusser inflation puis l'impact pour le participant, l'impact plus micro. Puis je pense que c'est important parce que on a parlé beaucoup d'inflation dans la dernière année, 15 derniers mois. C'est normal dans les médias d'un point de vue plus placement, économie. Aujourd'hui, on va en parler un peu plus d'impact régime de retraite. Puis c'est quoi l'impact sur vos revenus de retraite? Donc ça ici, c'est un tableau là, qui est similaire à ce que Hubert vous a présenté tantôt. Puis c'est sans surprise que vous voyez que il y a une tendance inflationniste qui se poursuit en début 2022. Et on voit qu'effectivement, lors des dernières années, elle était sous contrôle. Bon, je suis pas revenu 15 ans comme Hubert, j'ai regardé peut-être plus les derniers 10 ans environ, puis lors des 10 dernières années, c'était peut-être plus 1,5% environ la moyenne. Mais une chose est certaine, depuis une trentaine d'années, depuis que la Banque du Canada a sa cible de maintenir l'inflation aux alentours de 2%, dans une fourchette de 1 à 3, elle a toujours réussi à maintenir le cap, en tout cas de façon là sur des moyennes là, long terme. Mais là, on voit pour la première fois, pour une période d'un peu plus d'un an, une inflation soutenue qui continue et qu'on sait qu'il y a des risques qu'elle se maintienne, peut-être pas à des niveaux aussi élevés, mais est-ce qu'on va être dans un nouvel normal? On n'est pas ici pour essayer de deviner tout ça, mais on est ici pour voir quel serait l'impact sur vos revenus de retraite là, dans un contexte qui est plus inflationniste. Et aujourd'hui, je trouvais que c'était important de vous expliquer que l'incidence d'inflation, premièrement, je veux prendre le temps de regarder avant la retraite et après la retraite. Puis quand on regarde avant la retraite, ben il est faux de penser que tous les régimes, même à prestations déterminées, offrent la même couverture par rapport à ce risque d'inflation-là. Donc, j'ai séparé un peu les trois grands types de régimes à prestations déterminées, le régime salaire-carrière, le salaire-carrière indexé et le salaire final moyen, ou parfois on dit meilleur salaire, là, qui est très, très similaire, et prendre le temps de bien vous l'expliquer. Fait que salaire-carrière, ben essentiellement, c'est un régime où que le crédit de rente, la rente qu'on accumule, est basé sur le salaire gagné lors d'une année, qui est reconnu dans le régime de retraite et qui est multiplié par le pourcentage qui est prévu au texte du régime. Et ça, c'est vrai pour une année donnée qu'on travaille, et on fait ce même
calcul-là pour chacune des années. Si on a 30 ans de carrière au sein de l'employeur dans le régime de retraite, mais au bout du compte, on additionne tous ces bouts de rente-là. Dans un contexte inflationniste, en fait, à n'importe quel moment, il n'y a aucune protection contre l'inflation. Donc, c'est sûr que plus il y a de l'inflation, plus ce type de régime-là va être défavorisé. Après ça, quand on regarde les régimes de type salaire-carrière indexé, déjà là, à cause qu'il y a une notion d'indexation avant la retraite, il y a une meilleure protection par rapport à l'inflation. On voit, j'indique, protection partielle à complète contre l'inflation, parce que ça va dépendre beaucoup de quelle est la mécanique, quel est le pourcentage qui est utilisé pour la fameuse indexation jusqu'à la retraite. Donc, je vais prendre un pas de recul, je vais vous expliquer rapidement, OK, l'indexation, comment ça fonctionne. Donc, ça le dit, salaire carrière indexé. Donc, on part du même principe que le salaire carrière. Je travaille cette année, j'ai mon salaire de cette année, à titre d'exemple, 50 000. Le régime prévoit 2 % de 50 000. Donc, ça fait 1 000 $. Mais si j'ai 40 ans et que je prends ma retraite à 60 ans, ce 1 000 $-là va être indexé jusqu'à 60 ans. Donc, après ça, la protection par rapport à l'inflation va dépendre du niveau d'indexation. Certains régimes à carrière indexée prévoient déjà une indexation liées à l'inflation. D'autres vont même prévoir selon une augmentation des salaires industriels moyens au Canada. D'autres vont avoir des formules plus fixes. Donc, vous comprenez que s'il y a une formule fixe ou un maximum applicable, bien là, on rentre dans des structures de régime qui pourraient avoir une protection plus partielle. Mais c'est déjà, on voit un régime un peu plus généreux qui offre une meilleure protection. Et à la fin, on a souvent ce qui est vu comme le régime à prestations déterminées les plus généreux. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Les régimes à salaire final moyen, qui, dans la plupart des cas, vont offrir une très bonne protection face à l'inflation. Toujours est-il qu'il faut que les salaires suivent l'inflation, comme il a été discuté un peu plus tôt avec Jimmy Jean. Donc, à la prochaine page, je voulais prendre la peine aussi de vous expliquer ou de vous visualiser, vous aider à visualiser le tout par un simple graphique, puis un exemple d'une seule personne. Donc, ici, j'ai fait l'exemple de quelqu'un qui rentre, un syndiqué qui rentre à 30 ans, qui a une progression à l'intérieur d'échelons dans les premières années, ensuite qui a une augmentation de salaire standard liée à la convention collective, une promotion à 50 ans, mettons de 10 %, et ensuite une progression standard jusqu'à la retraite, une retraite à 60 ans. Puis j'ai essayé de traduire quel serait le salaire moyen sur lequel l'entièreté, la totalité de la carrière serait utilisée, le salaire qui serait utilisé pour calculer la rente, ultimement, qui sera payable à 60 ans. Et on voit là que la première courbe, finalement, la plus basse, en bleu pâle, c'est les vrais salaires gagnés. Et quand on est dans un salaire carrière, bien, essentiellement, ce que je vous ai dit tantôt, c'est un pourcentage de chacun des salaires à chacune des années, et qu'on cumule toutes les rentes. Donc, c'est comme si on disait que les 30 années étaient calculées sur un salaire moyen, qui est la moyenne des 30 salaires et qui représente ici 67 000. Vous comprenez que quand je suis dans une carrière indexée, chacun de ces salaires-là a été indexé pendant de nombreuses années. Le premier salaire à 30 ans a été indexé entre 30 ans et 60 ans, celui à 40 ans entre 40 et 60 ans. Donc, on crée une nouvelle courbe de salaire qui est utilisée aux fins du régime. Et quand on fait le même exercice, c'est comme si la rente à la retraite serait calculée en moyenne avec un salaire de 87 800. Donc, vous voyez déjà la différence notable entre un salaire carrière indexé, ici que j'ai quand même indexé à une inflation de 2 %, par rapport à un carrière qui n'est pas indexé. Et finalement, le salaire final moyen, ici j'ai illustré un salaire final 3 ans, mais on voit que dans la plupart des cas, c'est plus généreux parce qu'on vient chercher juste le bout de la courbe des vrais salaires et on fait la moyenne dans ce cas-ci des 3 dernières années et c'est sur ce salaire-là qui est utilisé là, le calcul de la retraite. Donc, c'est un peu d'éducation, on prend un pas de recul, mais pour vous expliquer ultimement, c'est que c'est pas tous les régimes qui vont offrir la même protection. Et c'est important de le garder en tête parce qu'avant l'inflation, oui, il y en a toujours, mais ça n'a pas été un enjeu. Hubert en a parlé précédemment. Et là, si ça le devient, et si je faisais ce type d'exercice-là en supposant des inflations plus importantes, bien, vous verriez qu'il
il se créerait un écart entre les courbes. Donc, il pourrait y avoir encore une plus grande différence entre la couverture des différents types de régimes dans un contexte qui serait plus inflationniste. J'ai indiqué également ici à surveiller, là, est-ce que les augmentations de salaire suivront l'augmentation d'inflation? Comme j'ai dit, Jimmy Jean en a parlé plus tôt. C'est sûr, c'est d'actualité parce que là, on parle toutes des notions de salaire final moyen. Et si les salaires ne suivent pas l'inflation, évidemment, c'est difficile de dire que ça protège contre l'inflation. Typiquement, quand ça ne suit pas, ça dure un certain temps, puis normalement, il y a un certain rattrapage qui est fait, mais ça sera certainement intéressant à suivre parce que une chose est certaine, on entend actuellement, oui, il y a pénurie de main-d'œuvre, on va en reparler, des gens qui changent d'emploi pour aller chercher des meilleurs salaires, mais c'est certainement inégal, à tout le moins en ce moment, dépendamment des secteurs et des industries. On sait également qu'il sera peut-être intéressant de voir quelle sera la réalité pour des employeurs du secteur privé versus public, où la capacité de payer du contribuable va être souvent utilisée, il va y avoir un contrebalan dans la décision d'octroyer ces salaires-là. Donc, évidemment, c'est quelque chose à surveiller là, dans les prochaines années. Prochaine page. Maintenant, je voulais parler de après la retraite. Donc, l'incidence de l'inflation après la retraite se traduit par la perte du pouvoir d'achat. Parce que quand on est rendu à la retraite, mais là, on reçoit la rente et typiquement, évidemment, on ne travaille plus, à moins qu'on soit dans un régime indexé après la retraite. Ben là, on a une perte du pouvoir d'achat. Donc, je reviens avec les piliers. J'ai évité de parler de l'épargne personnelle, là, mais vous comprenez qu'il y a aussi l'épargne personnelle qui rentre en ligne de compte. Mais si on regarde là, les différents facteurs ou les sources de revenus à la retraite, on a premièrement la RRQ et la PSV, qui sont, on veut pas, des piliers très importants et qui nous démarquent également là à travers le monde là par rapport à tout le support qu'on offre aux retraités à la retraite. La RRQ est indexée à 100% de l'IPC. Et c'est la même chose pour la PSV. La PSV est même indexée trimestriellement, donc vous venez capturer la hausse de l'inflation 4 fois par année, donc c'est encore plus généreux parce que vous n'avez pas à attendre 1 an avant d'avoir une augmentation du versement de la portion de la PSV. Donc ça, c'est des piliers importants. Maintenant, le côté régime, puis ici on parle plus régime à prestations déterminées, ça se sépare peut-être secteur municipal, privé, puis ici j'ai mis RRFS parce que je voulais en parler. Donc, tantôt, on voyait une statistique de Hubert que Hubert a partagée par rapport à, on est rendu en 2019 à environ 25% là, de la population, ou en tout cas des participants qui participent à un régime à prestations déterminées, très différent entre le privé et le public. Mais il y a 30% de ce 25%-là qui ont accès à un régime en date de 2017, c'est les dernières statistiques, disponibles, qui ont accès à un régime qui est indexé après la retraite. Donc, 30% de 25%, c'est pas beaucoup de monde. Donc, en partant, là, on peut comprendre que cette portion-là du revenu de retraite, beaucoup de gens n'ont pas d'indexation de leur revenu de retraite, donc à l'exception de la RRQ et de la PSV. Et c'est simple, le secteur municipal, essentiellement, la loi 15, la loi RRSM, est venue mettre une hache dans l'indexation. Vous le savez, c'est rendu interdit. Il y a certaines clauses grand-père pour des retraités là avant 2013, pour certains régimes. Dans le secteur privé, c'est variable, mais il y en a de moins en moins. Et c'est là que je trouve que la RRFS, bien, les RRFS, mais notamment le RRFS FTQ, par sa structure de régime, offre vraiment, se différencie. Disons ça comme ça, se différencie. Et dans un contexte inflationniste, vraiment, c'est une disposition là qui est très intéressante parce que l'indexation n'est pas garantie, mais elle est financée. Et plusieurs régimes, là, RRFS, dont le RRFS FTQ, a toujours réussi à indexer les rentes là, depuis sa création. Donc, c'est définitivement quelque chose qui est intéressant à savoir. Chaque régime a ses forces, ses différences, il faut les comprendre. Mais dans un contexte d'inflation, c'est certainement quelque chose qui est bon à savoir pour les RRFS. Je vais finir finalement par des exemples visuels de l'impact de la perte du pouvoir d'achat. Je prends un exemple ici, quelqu'un qui arrive à la retraite à 65 ans, j'ai supposé une retraite à 65 ans, revenu, salaire final moyen de 60 000, une 30 années dans son régime de retraite, un régime pas super généreux, pas généreux, là, 1,3% du salaire final, avec une inflation, disons, plus aux alentours de 1,5%. On voit que les différents piliers
le bleu plus pâle qui est la RRQ, la PSV qui est le rouge, sont stables dans le temps. Pourquoi ils sont stables dans le temps? Parce qu'ici, je montre la couverture en remplacement de revenus pendant les 20 premières années de la retraite. Et puisque la RRQ et la PSV est indexée à l'inflation, vous voyez que c'est stable parce qu'il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat. Mais la portion en bleu foncé, qui est le régime de retraite à prestations déterminées, dans la majorité des cas, il n'est pas indexé, donc il y a une perte de ce pouvoir d'achat-là. Quand il y a une inflation de 1,5 % à titre d'exemple, on passe de 75 % de couverture globale en remplacement de revenus à 65 % à 85 ans. On fait juste augmenter l'inflation de 1 % à l'avenir, lors des 20 prochaines années, et ça baisse de 5 % d'autres. Au lieu de passer de 75 à 65, on passe de 75 à 60. Ça peut paraître peu, 5 %, mais quand on regarde l'impact marginal, c'est une augmentation de 50 % de la perte de pouvoir d'achat. Parce qu'il y avait une baisse de 10 % et là, elle baisse de 15 %. Donc, l'inflation va, si elle se maintient, ici, c'est pas une prédiction, mais si on rentre vraiment dans une nouvelle ère où l'inflation va être un peu plus élevée qu'auparavant, il faut s'attendre que la perte du pouvoir d'achat va évidemment s'accentuer. Et plus la période est longue, plus ça va être vrai. Donc, je me permets ici un petit commentaire par rapport au régime de retraite publique. Ici, j'ai supposé une prise de ces rentes-là à 65 ans. Vous le savez, beaucoup de Québécois, parfois, décident de la prendre avant, quand je parle de la RRQ. Ici, je ne fais pas évidemment de conseils personnalisés, mais il faut comprendre que ce choix-là, il y a une réduction applicable et donc, un de vos piliers qui est pleinement indexé, il continuera d'être indexé, mais sur une rente initiale qui est plus petite. Donc, évidemment, il faut regarder chaque cas individuel, mais c'est important pour moi de vous partager cette information-là, parce que dans un contexte inflationniste, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir une bonne portion de son revenu de retraite qui est protégée par rapport à l'inflation. Et je termine très rapidement en 1 minute sur mon dernier exemple. Je voulais montrer juste l'impact, le même impact, mais pour un salaire final moyen de 90 000. C'est à peu près le même impact de perte de pouvoir d'achat, 5 % par rapport à 10 %. Donc, sauf qu'on part de plus bas. Souvent, les régimes de retraite, pas tout le temps, mais souvent les régimes de retraite pour les plus hauts salariés, pour différentes raisons, on arrive avec des remplacements de revenus un peu moins élevés. Donc ici, au lieu de passer de 75 à 60 dans mon exemple précédent, on passe de 65 à 50 dans un contexte d'inflation à 2,5. Donc, c'est à garder en tête tout ça. Et je me permettrai peut-être un dernier point. J'ai menti, je vais donner un dernier point parce que j'ai pas parlé de CD, puis les CD, ça ressemble beaucoup à un régime non indexé, mais j'ajouterais un risque par rapport au régime à cotisation déterminée, c'est que le régime à prestation déterminée a l'avantage, évidemment, d'assurer un revenu la vie durant. Dans le régime à cotisation déterminée, la portion revenu est déterminée aussi beaucoup par la performance des placements. Et ça, c'est un risque additionnel. Il y a des choix qui sont offerts aux participants. Le participant, évidemment, va s'adjoindre d'experts pour l'aider dans ses décisions. Mais il y a un risque ici. Et avec ce qu'on vit en ce moment, moi, j'ai toujours un peu peur que ça fait une dizaine d'années que la performance est au rendez-vous. Hubert vous a partagé la performance globale des marchés, des régimes de retraite, et ça s'applique aussi au CD. Quand on voit beaucoup d'instabilité, il y a toujours le risque de la mauvaise décision. On veut toujours vendre haut, acheter bas, puis il y a toujours ce risque-là qui est en addition. Et c'est pas tant un risque d'inflation, c'est juste que ça peut impacter évidemment l'argent disponible qui va ultimement aider à financer la retraite. Fait que c'est une petite parenthèse CD qui est vraie en tout temps, mais qui me fait penser à ça pour parler de l'inflation. Merci, bon? Simon. Oui, merci beaucoup. C'était franchement très intéressant. Je pense que là, on a un bon topo, en tout cas, de tout ce qui s'est passé dans les 15 dernières années, où on en est maintenant avec des nouvelles préoccupations, avec ce retour à l'inflation. Puis je serais curieuse de t'entendre rebondir sur ce que Simon a expliqué. Là, on a vraiment vu l'impact selon les différents types de régimes pour le participant, donc autant pour la détermination de sa rente pendant la retraite que l'impact après, quand il va commencer à bénéficier de sa rente.
Actuellement, dans la tête de l'employeur, qu'est-ce qui se passe avec cette inflation-là? Parce qu'on a eu les années, tantôt tu mentionnais, je pense que on est tombé à 69 pendant la crise financière de taux de solvabilité des régimes de retraite, aussi bas que ça. Là, on est rendu à 103. On a des régimes beaucoup plus en santé. Arrive cette donne de l'inflation où quand tout allait mal et qu'il n'y avait pas d'inflation, c'était facile de sabrer dans l'indexation. Il y avait presque pas d'inflation. Mais là, quelle question on se pose comme employeur actuellement avec cette inflation-là qui est un coût finalement important? Je pense qu'on se prépare à devoir répondre à des demandes parce que Simon l'a bien expliqué. Les régimes sont pas nécessairement indexés dans beaucoup de cas après la retraite. Donc, c'est ça. On a déjà beaucoup de demandes pour les augmentations salariales à cause de l'inflation. Ouais. Je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de demandes sur des ajustements apportés au régime de retraite. C'est intéressant parce que tu parlais des phénomènes à long terme. On ne sait pas si l'inflation qu'on a vécue fin 2021, début 2022, on ne sait pas si ça va être un phénomène à long terme encore. Non. Mais clairement, c'est un phénomène à court terme, n'est-ce pas? Puis, moi, si j'étais un participant de régime à prestations déterminées qui est dans un régime à salaire carrière, par exemple, ou qui est même dans un régime à taux fixe, ben je me dirais, est-ce que je prends vraiment ma retraite avant d'avoir la prochaine négociation de convention collective? Parce que lors de la prochaine négociation, il y a eu de l'inflation réellement, là, on l'a vécu. Il faut s'attendre à des pressions sur les employeurs pour augmenter les choses qui sont fixes dans les régimes de retraite. Donc, il faut s'attendre à ça, que ce soit la rente carrière, que ce soit un taux de rente par mois, par année de service, par exemple, que ce soit une rente maximale dans un régime de retraite. J'ai l'impression que lors des prochaines négociations, ça va être un sujet très important. En plus des demandes probablement des groupes de retraités qui, dans des régimes indexés, n'ont pas d'indexation, donc ont ponctuellement une perte du pouvoir d'achat. Donc, est-ce qu'ils vont vouloir avoir des augmentations de rente ponctuelles? Je pense qu'on peut penser qu'il va y avoir des représentations à cet effet-là. C'est intéressant, présentement, dans le contexte courant, on voit déjà un exemple de ça. Puis c'est une compagnie avec laquelle je ne suis pas impliqué, là, mais je vois dans les médias au Canadien Pacifique qu'il y a des négociations qui sont en cours. Puis un des paramètres du régime, c'est qu'il y a un taux de rente maximal par année de service. Donc, c'est un exemple et on comprend que dans les négociations, c'est un enjeu à savoir si le taux maximal de rente par année de service va être augmenté. Donc, déjà, on voit poindre ces demandes-là, puis ça va être en plus des demandes sur les salaires. Bien, dans le fond, là, pour que je comprenne bien, là, la hausse des taux d'intérêt est vraiment... Bien, il y a eu la hausse des rendements, là, on s'entend, mais la hausse des taux d'intérêt est vraiment venue améliorer les passifs des régimes de retraite. Dans cette hausse de taux d'intérêt-là, tu as l'inflation, mais qui, elle... Donc, on s'est retrouvé en situation de surplus, mais cette inflation-là, quand on décortique, va entraîner des demandes et donc, inévitablement, ça va réentraîner, en tout cas, on verra où ça va aller, mais ça va entraîner des demandes et donc des augmentations de coûts. Que ce soit direct ou indirect. Oui. Ouais. Puis je suis d'accord aussi avec ce que tu peux anticiper ou ce que tu anticipes des demandes syndicales, parce que fut un temps, là, ça fait un certain temps, où que les demandes d'un régime de retraite, c'était peut-être l'aspect plus autre que la rente viagère. Mais là, on le voit que particulièrement dans des régimes qui sont non indexés, ben la meilleure façon de se protéger, c'est de partir le plus élevé possible au début de la retraite, parce qu'on sait qu'on va en perdre du pouvoir d'achat. Donc, contrairement à peut-être à une autre époque où on travaillait sur des rentes temporaires, tout ça, qui est peut-être aussi moins équitable. Donc, ça ne veut pas dire que ces régimes-là ne sont pas bons ou ne sont pas corrects, mais là, quand on regarde qu'est-ce qui peut être fait, si on veut adresser la situation pour un maximum de participants, je pense que de toucher la rente viagère, la rente vraiment qu'on accumule, qui va être payée la vie durant, c'est ce qui est le plus équitable et c'est ce qui va le mieux contrer l'impact d'inflation d'un point de vue régime de retraite, en plus des augmentations de salaire, bien évidemment. OK, je comprends. Et donc, puis si je fais le pont là-dessus, le lien avec la situation de surplus dans laquelle on se retrouve, la statistique, tu disais 103 le degré de solvabilité moyen pour les régimes au Canada. Mais une soixantaine de régimes de retraite sont en situation de surplus maintenant.
Et donc, une des demandes, évidemment, là, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces surplus-là? On va retourner loin en arrière dans les années 90 où on a coupé les cotisations, puis après ça, on s'est retrouvé en déficit, puis ça a crié 15 ans plus tard avec la détérioration des régimes de retraite. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois-là avec? Évidemment, il risque d'avoir bien des demandes. Quelle est la liste là, de priorités pour bien utiliser, ou la chose à faire et à ne pas faire pour bien utiliser et gérer son surplus? Bien, c'est une bonne question, puis priorité, je sais pas si c'est le bon mot, parce que, en fait, oui, mais les priorités de différents groupes vont être très différentes. Les différentes priorités selon les différentes parties prenantes. Exactement, okay. exactement. On va tout décortiquer. C'est quand on dit tirer la couverte de son bord, je pense que c'est un bon exemple de situation où il y a plusieurs intervenants qui vont vouloir, entre guillemets, tirer la couverte de leur bord. Les retraités, on l'a dit, il faudrait pas surprendre qu'ils demandent des augmentations ponctuelles. Okay. Surtout si, dans le passé, les régimes ont déjà octroyé des augmentations ponctuelles des rentes. Fait qu'évidemment, ça amène une pression supplémentaire. C'est sûr que, comme on l'a mentionné, selon le type de régime, les syndicats aussi, les travailleurs aussi, vont vouloir peut-être bonifier des mesures fixes de prestations dans leur régime. Quand on regarde du côté employeur, moi, je vois deux visions un petit peu peut-être s'opposer. La vision ressources humaines versus la vision service des finances. Tout dépendant de leur enveloppe budgétaire pour donner des augmentations de salaire, peut-être que les responsables des ressources humaines, s'ils n'ont pas de budget suffisant, vont peut-être avoir vont peut-être avoir un œil sur les excédents d'actifs dans les régimes de retraite pour les aider à régler une négociation. Peut-être qu'ils vont être attentifs, là, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller de l'avant, mais peut-être qu'ils vont être attentifs aux demandes des participants actifs des régimes pour améliorer les prestations, pour peut-être faire des programmes de rachat de services, je sais pas. Il y a plein de choses comme ça qui pourraient être intéressantes. Mais d'après moi, à l'interne, il va y avoir quand même des discussions intéressantes chez les employeurs parce que le service des finances, je l'ai dit tantôt, ils ont été ultra échaudés par la hausse des cotisations, par les impacts comptables des régimes de retraite. Puis, ça va être très difficile de vendre au service des finances des initiatives qui vont affecter les régimes de retraite à prestations déterminées. Moi, d'après moi, les services des finances, en priorité, vont vouloir prendre des congés de cotisation. C'est ça que je m'attends. Donc, décision à court terme. Décision à court terme. Décision à court terme. Ouais. Mais il faut se servir de la situation, justement, pour voir à plus long terme. Donc, c'est intéressant la façon que tu le dis. Ça m'apparaît, moi, un très bon moment présentement de se questionner sur c'est quoi nos objectifs de capitalisation à long terme avec le régime. Quel genre de coussin de sécurité on veut se mettre, puis que tous les intervenants participent à cette discussion-là. Pour moi, c'est un moment approprié pour faire ça. Ouais, et c'est sûr que, bien, premièrement, mettons quand on parle de congé de cotisation, puis je comprends très bien ton point, je m'attends qu'il y ait des gens qui nous écoutent qui disent on n'a pas encore ce film-là, puis on peut le comprendre d'un point de vue participant. Hein, il y a eu des congés de cotisation dans le passé, ça a été pas la seule raison, mais une des raisons pourquoi ça l'a mené à une décennie 2010 qu'il y a eu des restructurations dans les régimes de retraite qui a amené des coupures notamment dans le secteur municipal. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que la partie syndicale et même, je dirais, participants au sens large, parce que même des cadres, des non-syndiqués vont aussi se souvenir pour les plus anciens là, de ce que ça a voulu dire par après là, pour leur régime de retraite. Donc, ça, c'est sûr que les syndicats risquent d'être fort probablement contre une approche comme ça, mais ça fait partie c'est ça, chacune des parties vont tirer de la couverte de leur côté. Moi, j'aimerais peut-être juste amener un point additionnel sur le secteur municipal qui est peut-être juste un petit peu différent, puis qu'il y a beaucoup de choses qui ont comme été décidées dans le cadre de la loi 15. Les partis ont été obligés de s'asseoir puis de négocier plein de choses, notamment le jour qu'il allait avoir des surplus, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et ces discussions-là n'ont pas eu lieu v'là 20 ans, ils ont eu lieu v'là quelques années seulement. Et on sait qu'on a le volet antérieur pour le service avant 2014, le volet courant pour après. Puis ça, en soi, c'est deux mondes, c'est deux régimes. Les régimes municipaux, c'est deux régimes en un maintenant, il faut le voir comme ça. Donc, dans le volet antérieur, on peut s'attendre que les employeurs vont vouloir nécessairement se sécuriser parce qu'ils sont encore au risque par rapport au déficit. Mais en même temps, les régimes qui ont dû sabrer, ou en tout cas les participants qui ont vécu une restructuration, eux,
à plusieurs endroits, espéreraient retrouver à tout le moins leurs anciennes dispositions. Donc ça, on peut s'attendre à ces demandes-là. Et même, je dirais que ces demandes-là ont souvent déjà été établies dans la fameuse politique de financement qui a été établie dans plusieurs villes où, peut-être contrairement au secteur public, il y a eu vraiment une négociation de la politique de financement. Pas partout, mais à plusieurs endroits dans le secteur municipal. Donc, le secteur municipal est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de questions, de réflexions, de discussions et même d'ententes qui ont eu lieu pour dire voici comment qu'on va procéder le jour qu'il y a des surplus. Donc, c'est finalement pour les membres de comité de retraite, ils ont peut-être déjà reçu la politique de financement, ils ont déjà les dispositions de leur texte de régime qui dit quoi faire. Puis après ça, c'est comment bien gérer tout ça. Il risque d'avoir quand même des demandes dans la vraie vie, des personnes en place chez l'employeur, mais je pense qu'il y a peut-être un peu plus, on est peut-être un peu plus avancé dans les réflexions que peut-être dans le secteur. Déjà des mesures de prévues. Déjà. Puis dernier point sur le volet courant. Je pense dans le volet courant, secteur municipal, c'est peut-être le seul secteur que je vois un peu plus d'utilisation de surplus. Peut-être pas en 21, en 22, mais à l'avenir. Évidemment, ça dépend si la situation va continuer à être bonne, juste parce que la structure de ce volet courant-là avec le fonds de stabilisation amène beaucoup de stabilité. Et à certains endroits, même, il y a des niveaux de cotisation de stabilisation plus élevés que le minimum qui a été instauré. Et donc, la façon de financer ce volet-là a été faite de façon à créer des surplus. C'est comme si on s'attend à ça. Donc, je ne serais pas surpris que dans le secteur municipal, à certains endroits, il y ait beaucoup plus d'utilisation des excédents, pas nécessairement l'année prochaine, mais lors des prochaines années. Ouais. En tout cas, grosse négociation en vue. Je pense, comme tu disais, que dans les prochaines conventions collectives, je pense qu'il va se poser beaucoup de questions, mais aussi, je voudrais clarifier quelque chose. Et je veux pas qu'on rentre trop dans le technique, mais évidemment, il y a la situation actuelle des régimes de retraite, la situation future, puis là, on est comme dans une période où il y a un excès, là, en ce moment. Il y a un excès d'inflation, on ne sait pas si ça va durer longtemps, on ne sait pas. Et derrière ça, pour anticiper les surplus, il y a les hypothèses actuarielles. Dans les dernières années, avant qu'il y ait la grosse chute de taux d'intérêt, puis là, je parle quand, justement, tout dont tu faisais référence, là, les gros problèmes financiers des régimes de retraite, on a un peu critiqué le fait qu'il y avait des hypothèses actuarielles trop optimistes parce que rapidement les taux ont baissé. Et évidemment, si les hypothèses actuarielles, le taux d'intérêt sur lequel on mise pour la croissance du passif et de l'actif et l'hypothèse est trop élevée, ça vient créer des surplus finalement qu'on n'aura peut-être jamais. Là, comment on jongle avec ça, là, avec les hypothèses actuarielles du côté des actuaires? Ça doit être un méchant casse-tête. Parce qu'il faut, je sais pas qui veut en plus, chaque actuaire a sa façon de déterminer leurs hypothèses. Ben non, mais grosso modo, parce que c'est un gros défi, parce que tout repose sur vos hypothèses, finalement. C'est vrai, puis c'est vrai pour le rendement attendu à long terme sur les différentes catégories d'actifs, mais c'est vrai aussi pour toute notre série d'hypothèses qu'on utilise pour les évaluations actuarielles. Il est arrivé depuis 2 ans plein de phénomènes nouveaux qui ont vraiment été perturbateurs sur l'économie, sur la démographie, sur les attentes des gens, on entend parler de grandes démissions, tout ça. Fait que, est-ce que les hypothèses qu'on a présentement, c'est les bonnes hypothèses pour juger du bon niveau d'excédent d'actifs? Ça, c'est une question qui est immensément importante à se poser. Est-ce qu'on n'a pas encore beaucoup d'informations là-dessus, mais est-ce que nos espérances de longévité ont été affectées par la pandémie? Fait qu'on est là-dedans présentement. Fait que c'est un environnement où, à défaut d'avoir des certitudes, évidemment, des hypothèses pour le long terme, on doit peut-être garder une petite gêne dans l'utilisation des ou en tout cas avoir un côté peut-être plus conservateur. Un côté plus conservateur, je sais pas ce que tu en penses. Bien, je pense que ça s'applique effectivement à un côté plus conservateur, pas répliquer les mêmes erreurs, en tout cas certaines erreurs qui ont été faites dans le passé, certainement, avec peut-être malgré que ça peut être différent, mais une nuance dans certains régimes où que le coût est partagé. Je sais qu'on peut avoir évidemment des hypothèses différentes pour déterminer la cotisation, mais souvent, dans beaucoup de régimes, elles sont les mêmes. Donc, pour nos téléspectateurs ou ceux qui nous regardent, c'est pas de télé, là, mais vous comprendrez que c'est un peu plus simple. C'est de trouver la juste mesure aussi parce qu'il y a la capacité de payer. Dans certains régimes, c'est-à-dire les hypothèses, si elles impactent aussi le niveau de cotisation, il faut s'assurer que c'est correct dans des régimes partagés. Maintenant, pour les surplus,
Je pense que dans le doute, on est mieux d'être un peu plus conservateur. Je pense dans la nature des actuaires, c'est ça qu'on est. Puis je regarderais juste une dernière peut-être bémol pour certains régimes où que vraiment la structure de financement de ce régime-là est fait pour mettre beaucoup plus de coussins par-dessus la promesse et que ce coussin-là soit éventuellement, c'est prévu qu'il soit éventuellement remis. Mais là, il faut faire attention de ne pas être trop conservateur parce que là, on crée des iniquités intergénérationnelles. Fait que ce serait peut-être, ça fait que, encore une fois, le monde de la retraite, c'est large. C'est pas la majorité des régimes là, que je viens de parler, mais ce type de régime-là, il faudrait pas qu'il soit dans l'excès de conservatisme non plus. Tout à fait. On a parlé tantôt de la pénurie de main-d'œuvre qui évidemment affecte tout le monde, dans tous les milieux dans lesquels on est, sans un impact majeur. Puis je trouvais ça intéressant quand on a préparé le webinaire, vous avez apporté plein de points avec la grande démission, mais j'avais pas vu tous ces aspects-là en dessous, sous-jacents, qui vont amener des hausses de coûts de régime et le différent comportement que ça peut amener aussi chez les participants de pouvoir quitter plus tôt, de pouvoir changer d'employeur après ça, être à contrat. Puis là, je voudrais vraiment qu'on débroussaille tout ça. Je sais pas qui veut commencer, mais je m'excuse, je vais prendre une gorgée d'eau. Écoute, je peux commencer par un phénomène, peut-être un phénomène qui est peut-être qu'on peut anticiper. Puis là, je ne vais pas apporter de solution là, avec ce que je vais dire ici. Là, c'est plus un phénomène qui est peut-être méconnu ou qu'on aimerait apporter une attention à ceux qui nous regardent. C'est le fait qu'il manque de main-d'œuvre et qu'il y a beaucoup de postes à combler, mais qui ne sont pas comblés, que les employeurs ont de la difficulté à combler. Ça offre possiblement, et on le voit déjà, là, des opportunités pour des gens qui sont quand même avancés dans leur carrière, dans la cinquantaine avancée, d'avoir accès à des emplois qui auparavant auraient pu appliquer, mais dans un niveau, un marché de l'emploi qui n'était pas celui qu'on vit en ce moment, un employeur, pas pour nécessairement des bonnes raisons, aurait préféré engager quelqu'un peut-être de 30-40 ans qui, dans sa vue, va lui donner 10-20 ans de service versus quelqu'un de 55 ans. Maintenant, on est dans une situation où les postes restent vacants. Donc, si quelqu'un de 55, 57 ans applique, il y a des fortes chances d'obtenir cet emploi-là. Donc, si on vient dans l'univers retraite, prestations déterminées, on a des régimes à prestations déterminées, ceux qui existent encore. Il y en a avec des dispositions de retraite anticipée généreuses, certaines pleines retraites à des âges quand même hâtifs. Donc là, il y a une opportunité réelle qui n'était peut-être pas présente avant pour ces gens-là de dire, bien, je vais prendre ma pleine retraite, mais je suis pas prête pour la retraite. Je vais aller de l'autre bord de la rue, puis je vais me trouver un emploi. Puis là, vous comprenez, ça veut dire salaire plus pension. Là. Donc, ça peut être très payant pour ces gens-là. Et avant, ils pouvaient le faire, mais comme je dis, ils n'étaient pas nécessairement choisis pour l'emploi. Donc, s'ils n'étaient pas prêts pour la retraite, ils demeuraient à l'emploi, ils travaillaient plus longtemps. Donc, ça pourrait créer cet effet-là. Et au-delà de la personne, qu'on peut être très content pour cette personne-là, s'il y a un volume, ça risque de créer des pertes dans le régime de retraite parce qu'on avait des anticipations de retraite basées sur une expérience historique qui n'avait pas cet effet-là du marché de l'emploi. Et donc, à court terme, ça va être des pertes dans les gains et pertes d'évaluation actuarielle. Mais la deuxième étape, ce serait de dire si c'est une nouvelle normale, est-ce que ça viendrait même affecter les hypothèses de retraite? Et là, ça se reflèterait dans les coûts, les cotisations. Fait que ça, c'est une réalité quand même là, on commence à le voir et qui pourrait perdurer là, parce qu'on sait que démographiquement, la prochaine décennie va être difficile là, d'un point de vue marché de l'emploi. Donc, ça veut dire, parce qu'on disait souvent, avec la pénurie de main-d'œuvre, un bon régime de retraite va te permettre d'attirer ta main-d'œuvre, puis bon, mais il y a comme, c'est un couteau à double tranchant, là, finalement, d'attirer de la main-d'œuvre avec un très beau régime de retraite si on est pour les perdre très, très jeunes, puis... Bien, selon le type de régime, tu vas avoir des pouvoirs d'attraction ou de fidélisation, rétention différents. C'est sûr que dans les régimes à prestations déterminées, où il y en a encore dans le secteur privé, où il y en a encore dans le secteur public, c'est sûr que c'est un gros facteur d'attraction de main-d'œuvre. Par exemple, je peux imaginer des travailleurs qui n'ont pas eu accès à un régime à prestations déterminées pour les premières années de leur carrière, qui à mi-carrière ou plus tard en carrière vont dire « Je vais aller dans une organisation qui va m'offrir un régime à prestations déterminées. Ça va m'aider à accumuler un actif de retraite. » Donc, c'est un facteur clairement d'attraction. Par contre,
les régimes de retraite. Puis cette personne-là risque de rester longtemps parce qu'elle n'aura pas les critères de points pour partir rapidement ou de service. Donc, il risque de travailler longtemps. Donc, on va pouvoir avoir cette personne-là comme employé longtemps sur le long terme. L'exemple de Simon, c'est un super bon exemple. Ça vient faire le contraire de ça complètement. Ben oui. Dans un régime à prestations déterminées, qui a des dispositions de retraite anticipées généreuses, puis il y en a dans beaucoup de régimes à prestations déterminées parce que ces dispositions-là ont été mises en place dans un contexte où on voulait laisser aller de la main-d'œuvre. On était dans des époques de réduction d'effectifs, donc c'était gagnant pour tout le monde de pouvoir partir à la retraite sans réduction. Mais quand un participant de carrière a fait toute sa carrière chez un employeur dans un régime à prestations déterminées, arrive à ce point-là, mais c'est comme un point d'inflexion, puis là, la perspective est complètement différente, puis le régime va nous nuire plus que nous aider, probablement. Donc, la question que moi je pose, ou la chose que je vais beaucoup regarder, c'est quand on dit à mettre sur le radar pour l'année 2022, c'est ces phénomènes-là démographiques de gens, comme tu mentionnais, Ça, qui vont peut-être... la grande démission. Ben, en partie, ça fait partie de la grande démission. Sauf que c'est pas pour aller prendre une retraite nécessairement. Non, c'est peut-être pour aller améliorer son sort, aller travailler ailleurs, même s'il n'y a pas de régime de retraite, peut-être dans l'autre organisation. C'est pas si important. C'est le fait d'avoir un salaire puis une rente en même temps. Fait que ça, c'est pour les régimes à prestations déterminées. Dans les régimes à prestations déterminées, c'est pas la même chose. Par leur nature même, ça n'existe pas des dispositions généreuses de retraite anticipée dans les régimes à prestations déterminées. Donc, par leur nature même, les gens vont typiquement avoir à travailler plus longtemps pour s'accumuler un actif de retraite. Donc ça, ça demeure un facteur de rétention pour les employeurs qui offrent un régime à cotisation déterminée. Il y a des facteurs d'attraction aussi. En début de carrière, on entend souvent, puis ça reste à être prouvé, on entend souvent que les jeunes veulent être plus mobiles, veulent être dans des régimes à cotisation déterminée parce qu'ils vont pouvoir plus facilement changer d'employeur, moins d'attaches pendant leur carrière. Mais quand on arrive en fin de carrière puis on participe à un régime à cotisation déterminée... À 40 ans, on a toujours un petit reality check. On commence à voir les choses différemment. Je sais pas pourquoi. Ça. Puis les travailleurs qui sont dans des régimes à cotisation déterminée, qui arrivent en fin de carrière, aussi vont être affectés, vont peut-être être retenus si les marchés sont pas bons. On en a parlé tantôt. Si les marchés sont pas bons, s'il y a de l'inflation, est-ce que les gens vont vouloir rester plus longtemps, soit pour se refaire un peu, ou soit pour maintenir leur niveau de vie attendu? Si je sais qu'il y a eu de l'indexation dans la dernière année, puis que tout d'un coup, j'ai besoin de 4% de plus de revenus à la retraite pour maintenir mon niveau de vie, ben peut-être que je vais vouloir rester une année de plus, 2 années de plus pour continuer de cotiser, continuer d'avoir du rendement, puis pas piger dans mon épargne trop vite. Fait qu'on voit que, tout dépendant du type de régime, ça peut avoir à double tranchant, comme tu dis, ça peut être... Puis le phénomène tu l'as dit, là, les plus jeunes, de toute façon, maintenant, une carrière, c'est plus seulement chez un employeur, alors on va évoluer sa carrière, elle peut changer de façon horizontale comme de façon verticale au sein de plusieurs employeurs, donc la notion d'un régime à prestations déterminées pour les plus jeunes, en tout cas, complètement changé. Puis effectivement, peut-être qu'après ça, plus tard, on est plus sensibilisé à ça. Est-ce que ça a un impact, ça, sur la santé des régimes de retraite ou sur les régimes de retraite ou comme tel, d'avoir un mouvement de personnel beaucoup plus élevé, des participants entrant, sortant, je pense au régime à prestations déterminées là, en cours de carrière? Parce que ça va changer aussi. On va avoir des régimes qui vont avoir accumulé longtemps. Là, ça change rien que ça change de participants souvent. C'est la même accumulation, c'est la même... Ça, c'est sûr que la différence entre prestations déterminées et cotisations déterminées, elle est toujours vraie. C'est-à-dire, les régimes à cotisations déterminées, c'est... en anglais, on dit portability. Là, je cherche le mot en français, là, mais on peut facilement là, d'aller d'un employeur à l'autre, puis tu pars avec ton argent. Là, donc, il n'y a pas de... C'est transportable. Transférable. Transférable. Régime à prestations déterminées, du moins le régime classique, bien souvent, les prestations en cas de cessation d'emploi sont moins généreuses. Qu'une prestation, le même régime offre pour les gens qui se rendent jusqu'à la retraite. Donc, dans un contexte où il y aurait une grande démission, puis là, pas l'exemple que j'ai donné tantôt des gens qui sont déjà en âge de retraite, mais des gens qui c'est vrai, là, ils ont une offre puis une augmentation de salaire substantielle, ils sont prêts à subir parfois une perte de la valeur de leur régime de retraite de leur employeur actuel parce que l'offre qu'ils reçoivent, des fois, peut être substantiellement meilleure. Puis là, c'est pas juste financier, tout ça. Là. Il y a l'aspect financier, mais des fois, c'est pas aussi la globalité de l'équilibre travail-famille, etc. Là. Mais vous comprenez que finalement, il peut peut-être, dans ce qu'on appelle la grande démission, avoir un
plus gros effets de ce côté-là. Maintenant, ce qui reste à savoir, c'est que est-ce que ça va être assez de volume pour avoir un impact matériel sur la santé financière? Pris isolément, chaque cas, s'il y en a plus qu'avant, va donner des gains dans un régime de retraite. Mais c'est des gains, c'est des gens qui n'ont pas accumulé autant de services, donc oui, en pourcentage, c'est des gains, mais en dollars, là, sur la totalité du régime, ça peut ne pas être tant matériel, à moins qu'il y ait un gros volume. Fait que ce serait le point de dire, c'est toujours présent, ça va peut-être en avoir plus qu'avant. Ouais. Il faudrait qu'il y en ait vraiment plus pendant longtemps pour que ça vienne changer vraiment quelque chose là, d'un point de vue macro là, sur les régimes de retraite à prestations déterminées. Ouais. J'ai une petite question hors champ. Je sais, tout à l'heure, Marie-Josée mettait l'accent sur le fait qu'on essaie avec ce séminaire-là vraiment d'attirer, d'intéresser encore plus les jeunes à toutes ces notions-là de retraite. J'en vois beaucoup de comités de retraite. Vous envoyez énormément de comités de retraite. Voyez-vous un peu un rajeunissement au sein des membres des comités de retraite? Est-ce qu'il y a un intérêt, selon vous, pour les régimes de retraite? Là, on parle évidemment dans ce cas-là des régimes à prestations déterminées. Parce que ça vient, lorsqu'on arrive en négociation, ça a un impact. Si ta masse salariale est très, très jeune, qui participe au régime, mais qui a un désintéressement, ça a un impact ça influence l'employeur, ça influence évidemment ceux qui s'impliquent, les membres des comités de retraite qui s'impliquent et qui se battent pour essayer d'avoir le meilleur qu'ils peuvent pour tous les participants. Est-ce que vous voyez un intérêt un petit peu plus grand de la part des jeunes pour ces régimes-là traditionnels? Moi, personnellement, pas tant que ça. Je suis beaucoup impliqué dans le secteur privé, un secteur où nos régimes à prestations déterminées ont été fermés aux nouveaux participants. C'est ça. Donc, souvent, les plus jeunes sont dans les cotisations malgré qu'ils peuvent être dans le même régime en pratique. Ouais. Souvent, le comité de retraite sent plus de responsabilité, ce qui ne devrait pas être le cas, mais sent plus de responsabilité sur la partie prestations déterminées peut-être que sur la partie cotisation déterminée. Donc, je pense que moi, je vois des comités de retraite qui, oui, se rajeunissent un petit peu, mais pas tant que ça. Il y a des gens qui prennent leur retraite, qui peut-être voudront plus s'impliquer, mais les gens qui continuent d'avoir un intérêt pour la gestion de leur régime, c'est pas les petits nouveaux, parce qu'ils nécessairement ils sont pas à la même place que les autres, sont souvent dans un régime à cotisation déterminée. Ouais. Simon? Moi, je dirais que, mettons, je viens du côté soit municipal ou carrément du côté des certains régimes syndicaux, parce qu'il y a des régimes de retraite, évidemment, que le syndicat ou les syndicats sont promoteurs. Moi, ce que j'entends, je finis par en voir des jeunes au comité de retraite, mais ce que j'entends, c'est que c'est des fois difficile d'en trouver. C'est-à-dire que je pense que tu t'expliquais que les jeunes ils ont un désintéressement. J'entends que les employeurs et les syndicats le ressentent, le vivent, mettons, sur le plancher, si on peut dire. Là. Moi, j'ai peut-être la chance d'être dans certains régimes où c'est encore ouvert, où qu'on est capable quand même de trouver quelques personnes qui vont s'impliquer, qu'eux ont de l'intérêt. Mais je pense que la tendance de fond est là, puis on le sent que c'est peut-être un enjeu, là, notamment quand les partis, autant l'employeur que le syndicat, jugent que c'est important de travailler sur les régimes de retraite et d'investir peut-être une portion de l'augmentation de la rémunération globale sur le régime de retraite. Souvent, il y a des gens qui vont vouloir juste du salaire, mais des fois, il faut penser aussi à pas juste le salaire, mais le régime de retraite. On a encore des sujets là, sur notre liste d'épicerie qu'on s'est préparé ensemble, mais je veux laisser la parole vraiment aux participants, donc je vais intégrer un peu tout ça. La première question nous vient de Mario Ruel. Bonjour Mario. Secteur municipal, si l'inflation persiste, comment voyez-vous l'ajout de marge pour un écart défavorable dans l'ancien volet supérieur à 20 points de base, qui pourra nous empêcher d'avoir un jour une indexation? Alors, si l'inflation persiste, comment voyez-vous l'ajout de marge pour un écart défavorable dans l'ancien volet qui pourrait nous empêcher d'avoir un jour une indexation? Est-ce que c'est clair? Je peux essayer une réponse sur ce point-là. Et là, ce que je dirais, c'est que comment je vois cet ajout de marge-là. Premièrement, est-ce que je suis actuaire du comité de retraite? Mettons que je suis actuaire du comité de retraite, je regarde la politique de financement. Ce que j'ai dit tantôt, c'est que souvent, ça a été discuté. Moi, je vois beaucoup de politiques de financement que on a prévu déjà une certaine latitude à l'actuaire du comité de retraite et au comité de retraite, parce que c'est le comité de retraite qui choisit la marge pour apporter une certaine stabilité. Donc, 20 points de base, 0,2, ce n'est pas un mouvement de la marge qui est non plus
je vais dire excessif. Là. On voit quand même ça fréquemment. Maintenant, ce qu'on voit beaucoup, c'est surtout quand il y a eu des coupures d'indexation. C'est de dire, bon, ben c'est une chose, ça, mais dans beaucoup de négociations de politique de financement, on met une limite à ça, ou si c'est pas prévu, les partis s'attendent à ce qu'il y ait de l'argent qui soit redonné pour redonner l'indexation qui a été suspendue ou carrément abolie pour les participants actifs. Donc, c'est là, je disais, le volet antérieur, le municipal, là, il y a chacune des couvertes, on en parlait tantôt. L'employeur est au risque. Mais là, c'est difficile de répondre à Mario parce que je connais pas sa situation, puis j'ai vraiment, je pense à des certains clients où je sais qu'ils ont prévu de jouer avec la marge jusqu'à une certaine mesure, puis d'autres peut-être moins. Fait que en soi, je pense pas que 20 points de base, c'est déraisonnable. Mais quand il y a de l'indexation qui a été coupée, je comprends très bien, puis souvent, ça a été négocié, qu'on ne va pas trop loin dans le conservatisme pour redonner cette indexation-là. J'espère que ça répond peut-être pas complètement à Mario. Je me suis gardé des réserves, mais quand même. As-tu quelque chose à ajouter, Hubert, sur cette question-là? En fait, on parle du secteur municipal, c'est vrai aussi de façon plus générale. Les marges sont là pour absorber les chocs. Donc, ils sont pas nécessairement là pour empêcher d'accomplir ce qu'on veut accomplir avec le régime, ils sont là pour absorber les chocs. Donc, je vais me limiter à ça. Question de Éric Drolet. Donc, SI, c'est pourquoi? En tout cas, 9700. C'est le secteur, en tout cas, la section, je pense, 9700, c'est ça? Des métallos, voilà. Alors, pourquoi les tables de mortalité ne tiennent pas compte du milieu de travail des travailleurs constituant la caisse de retraite? Exemple, milieu industriel versus fonctionnaire. Pour être issus d'un milieu industriel, nos retraités ne sont pas des champions en longévité. Hubert. En fait, je veux dire qu'a priori, je suis un peu surpris par la question. Les dernières études sur la mortalité, appelons-la mortalité ou longévité de l'Institut canadien des actuaires, proposent déjà aux actuaires de tenir compte de plusieurs facteurs dans l'évaluation des meilleures hypothèses de longévité ou mortalité à utiliser dans les régimes de retraite. Donc, moi, dans ma vision, les actuaires devraient tenir en compte les spécificités du groupe, comme l'Institut canadien des actuaires l'a suggéré dans ses dernières publications. En théorie, normalement, on en tient compte. On a accès, comme actuaire, à différents points de départ qui peuvent représenter quelque chose de plus propre au secteur privé, plus propre au secteur public, une combinaison de tout ça. Mais non seulement on a ces différents points de départ-là, mais on a aussi des indications de notre institut, comme quoi il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Puis moi, comme actuaire, je sais que pertinemment, pour les régimes sur lesquels je m'implique, on va tenir compte de ces choses-là en pratique. Oui. OK. Question de Jean-Marc Lemoine. La loi oblige-t-elle les employeurs à ne pas dépasser un certain taux de solvabilité des régimes? Alors, est-ce que la question va vers une limite supérieure ou une limite inférieure? J'imagine que c'est une limite à ne pas dépasser un certain taux de solvabilité. Donc, je comprends que c'est une limite supérieure dans la question. Donc, exemple, on ne pourrait pas être plus solvable à 100. Qu'est-ce qu'on ferait après? Donc, on obligerait à reverser aux employés, aux prestataires, par exemple? Je ne sais pas. Mais il n'y a rien qui... Ça, c'est dans les négociations, j'imagine, propres à chaque régime? À ma connaissance, ces limites supérieures-là n'existent pas. Évidemment, il y a quand même des limites supérieures, par exemple, sur la déductibilité des cotisations qui vont être versées au régime. Ça, c'est pas en vertu des lois de pension, c'est en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu. Okay. Fait que clairement, il y en a présentement des situations où on est en excédent d'actifs, puis ça ne sera pas permis aux employeurs de cotiser au régime de retraite à cause des contraintes de la loi de l'impôt sur le revenu. Okay. Donc, de cette façon-là, c'est un peu indirect, mais c'est une façon peut-être d'essayer de limiter. Sauf que si après ça, les rendements sont très bons, moi j'ai un régime là, qui est 200% capitalisé chez mes clients. Mais c'est pas parce qu'il y a des nouvelles cotisations qui ont été versées, c'est parce que les rendements ont amené, au fil des années, ont été bons, qui ont amené le régime à ce niveau-là. Donc, il y a une limite sur les cotisations, mais il n'y a pas nécessairement de limite sur le maximum. Mais c'est plus sur l'utilisation, puis là, ça se fait en négociation. Il fut un temps où il y avait des limites inférieures, évidemment. Oui. Mais ces limites-là, essentiellement, sur la solvabilité, ont pas mal disparu.
Simon, as-tu quelque chose Non, d'autre? je suis d'accord. C'est ça, les limites maximales, c'est vraiment l'impôt, c'est vraiment sur la capitalisation qu'il y a certaines choses qui se passent quand on se dépasse des seuils. Mais la solvabilité, il faut le voir comme comme des minimums à atteindre et non pas, il n'y a pas de seuil de maximum. Le maximum, c'est sur la santé financière, sur base de capitalisation. Une question de, je ne sais pas, monsieur ou madame Godin. Concernant le régime de retraite de la fonction publique, le REGOP, est-ce que le gouvernement peut couper dans sa participation au REGOP et affecter dans le futur la retraite de ses employés? Ben, c'est sûr que malheureusement, est-ce qu'il peut? Je vais dire oui. Je ne dis pas que ça va être facile. Là. Ça a été les REGOP, les régimes provinciaux ne sont pas soumis à la loi RCR. Et historiquement, quand il y a eu des restructurations, ça a été fait non seulement prospectivement, mais rétrospectivement. Donc, l'histoire démontre que ça a déjà été fait. Donc, est-ce que c'est possible à l'avenir? Définitivement. Je pense pas que les régimes sont là en ce moment, sont en bonne santé. Tu sais, le REGOP, le RRPE, pour ceux qui sont cadres, ils ont eu les mêmes forces de fond des dernières années, donc sont en excellente santé financière en date d'aujourd'hui. Donc, je pense pas qu'il y a un risque à court terme par rapport à ça. Maintenant, est-ce que ça peut arriver dans le futur? Définitivement. Je pense qu'une chose à surveiller là-dessus, c'est l'âge de retraite. On a vu certaines initiatives qui ont été apportées dans ces régimes-là dans un passé, disons, récent. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres initiatives qui seraient apportées? J'en ai aucune idée. Mais c'est certain qu'il y a quelqu'un qui doit se poser une question là-dessus quelque part. Quand on parle tellement de pénurie de main-d'œuvre, comment ajuster nos régimes, mais en même temps, d'ajuster les régimes pour changer l'âge de retraite anticipé, c'est un chantier à long terme. Si on y va prospectivement seulement, c'est un chantier à long terme. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'embarquer là-dedans? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là, mais je m'attends que cette question-là soit posée, par contre. Oui. Je vais y aller avec une dernière question, puis après ça, moi, j'en aurai une dernière pour vous pour conclure. On nous demande, en fait, les employeurs doivent-ils avoir une ouverture à ouvrir une convention collective en milieu de terme pour négocier une augmentation salariale causée par l'inflation actuelle? C'est Jean-Manuel Couteau. Je pense que l'employeur ne voudra pas l'ouvrir volontairement, mais je ne sais pas comment ça se passe. Mais encore là, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'entends que ça a été le cas en pratique, qu'il y a des conventions collectives qui ont été réouvertes. Par l'employeur, parce que dans certains cas, il y avait tellement besoin de main-d'œuvre, l'environnement compétitif avait tellement évolué qu'il fallait mettre à jour les braquettes salariales, qu'il fallait mettre à jour. Donc, évidemment, c'est probablement pas dans tous les contextes, c'est dans des petites niches de l'économie, mais c'est pas quelque chose qui m'apparaît impossible dans le contexte actuel. OK. À la même place, tout à fait. Ça s'est vu, on en entend parler, ça a même été dans certains médias. Donc, finalement, mettons que la demande vient des syndicats, parce que ça pourrait venir de l'employeur qui perd trop de personnes, puis lui-même veut le faire. Mais si ça part des syndicats, si le dossier est fait, vous êtes capable de comparer, il va y avoir une ouverture, parce qu'ils veulent pas perdre les gens. Fait que je suis tout à fait d'accord. Pour conclure, puis on aurait voulu peut-être couvrir aussi tout l'aspect de l'achat de rente, un phénomène qu'on voit particulièrement dans le privé. Il y a plein d'autres sujets. On n'a pas abordé le côté placement, gestion d'actifs. Là, c'était vraiment le but était vraiment de parler de la retraite. Mais la dernière question que je vous lancerai à vous deux, c'est si vous étiez législateur, votre priorité en matière de retraite, législateur ou pas, votre priorité en matière de retraite actuellement, c'est quoi? Je vais commencer un bout de réponse. On a parlé beaucoup de prestations déterminées aujourd'hui, puis là, je voudrais peut-être profiter de ce moment-là pour parler de cotisations déterminées, parce que oui, ça s'est beaucoup amélioré. Il y a beaucoup plus de capital dans ces régimes-là depuis les 20 dernières années, mais là, on rentre dans une phase qu'il y en a de plus en plus de participants avec des sommes importantes qui sont dans la phase de décumulation ou de décaissement. Et les règles de décaissement méritent, je pense, d'être modernisées. Et on sait là, que le législateur et Retraite Québec sont en train de penser à ça. Donc, je pense plus de flexibilité serait définitivement quelque chose à avoir parce que on veut, j'en parlais un peu en introduction, mais les rentes gouvernementales, là, ils offrent une protection contre l'inflation. Bien, ils peuvent être repoussés à 70 ans et être bonifiés de façon substantielle. Donc, apporter plus de flexibilité permettrait pour quelqu'un qui est couvert par un régime à cotisation déterminée d'avoir une saine gestion de ses avoirs à la retraite
pour vraiment là, l'aider à avoir une meilleure protection contre la longévité, pas contre la longévité, considérant la longévité et aussi l'inflation, comme on le dit, parce qu'il y aurait une plus grosse base qui serait protégée. Donc, plus de flexibilité. Puis en plus, ça a l'avantage que ça permettrait que les avoirs soient vraiment touchés par les participants. Parce qu'en ce moment, une chose est sûre avec les règles actuelles, c'est que il y a une portion qui va aller à votre succession parce que c'est impossible de toucher tout l'argent. Ben oui. Fait que, tu sais, plus de flexibilité, plus d'outils. Plus d'outils veut peut-être dire risque, mais je pense que c'est important. Oui, toute cette notion d'écumulation, là, c'est vraiment une grande priorité. Hubert, pour le mot de la fin? Risque et complexité. Fait que pour moi, si j'étais législateur ou régulateur, là, on n'a pas au Québec, on a un législateur et un régulateur, je pense que je ferais un effort particulier pour aider les gens à comprendre les options. Je pense qu'on ne sera jamais capable d'aller donner une littératie financière complète à tout le monde au Québec. C'est ça paraît un vœu pieux, mais trouver des moyens d'aider les gens. Les employeurs font sûrement partie de la solution parce que les travailleurs souvent font confiance à leur employeur. On voit ça dans les résultats de sondage. Font confiance à leur employeur pour bien les guider, pour prendre des décisions, faire des bons choix, puis tout ça. Donc, ils font partie de la solution, mais c'est pas tout le monde qui a un employeur, pas tous les travailleurs qui ont un employeur. Donc, il faut que le régulateur trouve une façon de mieux aiguiller la population sur les choix à faire, l'importance des décisions, puis c'est quoi les décisions. Puis c'est ça, exactement, l'accompagnement. Merci beaucoup à vous deux. C'était un plaisir, très, très, très instructif. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous avez tout autant apprécié. Et Marie-Josée, je te laisse le mot de la fin pour la pause du midi. Ben écoutez, merci à tous les trois. Vraiment, cet échange-là était vraiment parfait. C'était exactement ce à quoi on s'attendait. Écoutez, j'en sais plusieurs choses de votre échange. Le premier, Hubert, vraiment, ton tableau m'a un petit peu marqué tout à l'heure quand tu parlais du nombre de travailleurs qui sont couverts par des régimes dans le secteur privé particulièrement. Donc, on retient quand même qu'il y a 60% des travailleurs, des travailleuses qui n'ont pas accès à des régimes de retraite. Donc, c'est quand même pas rien. Tu mentionnais que c'est important pour les employeurs de mettre en place des régimes, tu disais des régimes d'épargne. Simon rajoutait, bon, il existe aussi d'autres solutions retraite, notamment le régime de retraite par financement salarial qui offre un régime avec une forte possibilité d'indexation. Donc, c'est peut-être aussi des éléments qui pourraient être regardés pour les gens qui n'ont pas de régime de retraite, pour les organisations qui n'en ont pas. La question des surplus. Donc, on entend, Hubert, tu nous disais, certains régimes sont à 110, peut-être même à 115% en solvabilité. Donc, la question des surplus va redevenir à la mode, mais j'ai entendu aussi qu'il faut faire attention. Il faut peut-être se garder une petite prudence. Quand on a vu la présentation de l'économiste de chez Desjardins, on entend quand même que bon, oui, effectivement, on a eu du 10-15% l'année passée, des rendements quand même assez intéressants dans les dernières années. On a eu le financement du fonds de stabilisation par les travailleurs, les employeurs aussi qui ont contribué à la création de ces surplus-là, mais on ne sait pas ce qui nous attend. C'est un petit peu ton point. Hein? Est-ce qu'il faut être prudent dans l'utilisation de ces surplus-là? J'aurais tendance à dire oui pour éviter les erreurs du passé. Autre chose importante, bien évidemment, l'inflation, on en parle depuis ce matin. Je pense que tous les intervenants en ont parlé. L'inflation, bien, c'est préoccupant. C'est préoccupant pour les retraités. On pense beaucoup aux retraités, mais à travers ta présentation, Simon, on voit que l'inflation, c'est préoccupant aussi pour les travailleurs actifs, dépendamment du type de régime auquel on a accès. Donc, il faut le garder en tête dans le design de notre régime, dans la période où on accumule une rente. Si on a un régime salaire-carrière, ben, tu sais, c'est plus préoccupant, là. Donc, cette formule-là. Excuse-moi, j'ajouterais et dans les plans de retraite. Et dans les plans de retraite, exactement. À cause de l'inflation court terme. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a vraiment quelque chose à analyser en regard du design de notre régime de retraite. Et finalement, ben la pénurie de main-d'œuvre, ça amène quand même des questionnements pour les régimes, dépendamment de comment les employeurs se situent pour leur attractivité et du type de régime. On pourrait s'attendre à ce que, bon, les employeurs qui offrent des régimes de retraite à prestations déterminées soient plus attractifs, mais en même temps, il y a des enjeux. Donc, je comprends que c'est pas tout noir, tout blanc. Il y a des enjeux qui entourent tout ça. Donc, c'est à peu près ce que je retiens. Tout a été super intéressant. Les questions des participants aussi sont vraiment appréciées et pertinentes. Je vous remercie tous et toutes pour votre participation.